Alors, nous allons reprendre pour cette deuxième table ronde autour de la maternité. Donc, on a parlé de macules vestimentaires, de couleurs de peau. Il y a aussi les difficultés, comme stigmates à première vue moins visibles, mais dans l'Europe médiévale et peut-être encore plus dans l'Europe moderne, un stigmate qui a une portée considérable, qui fait porter le péché des parents à leur progéniture, comme une véritable marque de famille, et qui a des conséquences sur le plan symbolique, familial, également juridique, avec deux interventions autour de ces questions, et puis plus précisément de la manière dont certains mettent en place des stratégies de contournement, d'éclatement, parfois avec le concours des autorités, quand elles y trouvent leur intérêt. Ce sont des questions que j'ai eu moi-même à travailler il y a quelques années, autour d'une page sur un bâtard, graphique. Donc, je présente d'abord le premier intervenant, Romain Chevalier. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Donc, Romain Chevalier, qui est, vous rectifierez si je commets une erreur dans les quelques mots de présentation. Romain Chevalier, qui est doctorant à l'Université d'Avignon, qui effectue une thèse sous la direction de Guido Castelnuovo, qui a travaillé sur notamment les lettres de législation émises par la chancellerie de Charles VII, et qui, dans son travail doctoral, poursuit une investigation bien plus large et plus ambitieuse sur la bâtardise et l'État dans la France des XIVe et XVe siècles. Et il nous présente donc un propos intitulé « La construction d'une compétence royale, l'effacement de la macule de bâtardise dans le domaine temporel, XIIe, XIVe siècle ». Alors, il m'est apparu important dans cette journée sur l'effacement de la macule d'aborder le cas de la bâtardise sous l'angle du droit, car pour cette macule qui est par définition invisible, c'est avant tout par le droit qu'elle s'exprime. Et entre la fin du XIe siècle et le début du XIVe siècle, il y a eu une véritable inventivité des juristes à ce sujet. Une inventivité qui a conduit à l'élaboration d'une condition juridique des bâtards fondée sur des principes assez uniformes à travers la chrétienté occidentale, mais aussi une inventivité qui a ouvert des possibilités de déroger à la condition de bâtard. Donc, il y a eu aussi un important renouvellement historiographique ces dernières années. Donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, avec d'abord un ouvrage je les annonce dans l'ordre chronologique. D'abord, un ouvrage qui est paru, un ouvrage collectif qui est paru en 2015 sur la bâtardise et l'exercice du pouvoir entre le XIIIe et le XIIIe siècle. Et puis ensuite, l'ouvrage de Madame Steinberg, ici présent, sur la bâtardise à l'époque moderne. Puis encore deux autres ouvrages, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Un ouvrage de l'historienne américaine Sarah McDougall qui revient, elle, sur les origines de la construction juridique de l'illégitimité à l'époque médiévale. Et enfin, un ouvrage collectif dirigé par Carole Avignon, Bâtard et bâtardise dans l'Europe médiévale et moderne, qui a permis de faire la synthèse de la variété des approches de ce phénomène et de cette macule. Donc j'aimerais dans cette communication mettre en parallèle la construction de la macule de bâtardise par le droit en même temps que les possibilités de son effacement, en commençant déjà par définir en quoi consiste ce stigmate. Donc la définition de la filiation illégitime à la fin du Moyen-Âge s'inscrit dans une temporalité qui voit s'imposer entre le XIe et le XIIIe siècle, la promotion du mariage romano-canonique comme cadre légal exclusif à la sexualité des laïcs et à la génération de descendants légitimes. Le bâtard devient ainsi droit canonique officiellement et littéralement un péché incarné
Par sa seule existence, il montre que la règle qui proscrit la sexualité hors mariage a été enfreinte. La formalisation d'un statut juridique précis qui fonde la filiation illégitime est le résultat d'une dialectique complexe entre les pratiques aristocratiques et en premier lieu royales et bien évidemment les prescriptions canoniques essentiellement pontificales qui interviennent en réaction à ces pratiques. C'est donc seulement à partir de la seconde moitié du XIIe siècle que deux principes émergent clairement dans les textes pontificaux et dans les pratiques aristocratiques. Les bâtards sont exclus des ordres religieux séculiers pour ce qui est du domaine spirituel, et pour ce qui est du domaine temporel, les bâtards sont exclus de la succession et de certaines fonctions honorifiques. Étudier l'effacement de la macule de bâtardise d'un point de vue juridique à la fin du Moyen-Âge, c'est assister à l'émergence d'une compétence pontificale qui permet d'effacer une part de la macule dans le domaine spirituel, mais aussi à l'émergence d'une compétence royale et princière dans le domaine de la filiation, qui se traduit par la prétention d'accorder des lettres de légitimation à certains enfants illégitimes. Donc, ces lettres de légitimation sont des actes juridiques qui sont délivrés gracieusement et individuellement à certains bâtards et qui leur permettent de ne pas avoir à subir les conséquences temporelles attachées à leur statut. Donc, ces lettres, elles vont les autoriser à succéder à leurs parents et à accéder à certaines fonctions qui leur étaient interdites jusqu'alors. Donc, l'effacement juridique de certains aspects de la macule de bâtardise, dont les mécanismes ont été pourtant définis par le droit canonique en premier lieu, a ainsi pu être exercé par des autorités laïques. C'est ce paradoxe que j'aimerais présenter ici, ce qui revient à étudier la construction de ces mécanismes d'effacement de la macule de bâtardise et des discours qui sont portés pour les justifier. Donc, la question de la compétence en cette matière constitue un véritable objet d'histoire religieuse, mais aussi politique et sociale. Je vais donc essayer de montrer comment la compétence de légitimation devient un enjeu de souveraineté royale, notamment dans le royaume de France, et de prééminence dans le champ temporel, tout en incorporant des fondements discursifs qui viennent du droit canonique. Donc, vous pouvez passer à la diapo d'après. Donc, je vais montrer tout d'abord qu'il va y avoir la mise en place d'une compétence pontificale d'effacement de la macule, principalement à la fin du XIe siècle et au XIIe siècle. Puis, au XIIIe siècle, on va assister à la construction d'une compétence temporelle des rois. Et enfin, si j'ai le temps, j'aborderai quelques points essentiels de la pratique du roi de France en matière de légitimation. Donc, le régime juridique de la bâtardise, pris en charge canoniquement, procède de la démarche réformatrice grégorienne, ce grand mouvement de réforme qui s'est étalé au XIe et XIIe siècle et qui a eu notamment pour ambition de mettre un terme à l'indiscipline des prêtres en matière de célibat. Et une des conséquences de cette indiscipline était la perpétuation de dynasties de prêtres. Ainsi, par le 8e canon du Concile de Bourges de 1031, qui s'affiche sur le diaporama, les fils de prêtres, de diacres et de sous-diacres se sont vus interdire l'accès à la cléricature, et ce canon élargit même son propos à tous ceux qui ne sont pas nés d'un légitime mariage et qui sont appelés dans les Écritures semences maudites, donc semen maledictum. Ceux-là ne peuvent pas hériter selon les lois séculières ni être reçus comme témoins d'après cette prescription conciliaire.
La bâtardise apparaît donc d'abord sous l'angle du stigmate moral qui est porté sur les enfants de prêtres, mais elle est aussi étendue à tous les enfants nés en dehors d'une union légitime, qui sont qualifiés de semen maledictum. La formulation de cette exclusion entendait ainsi donner une assise théologique en multipliant les références scripturaires implicites qui seront d'ailleurs largement développées par les juristes qui vont commenter ces prescriptions canoniques dans le siècle qui suit. Donc là, notamment la notion de semence maudite. Donc cette expression, elle est biblique, mais dans la Bible, elle ne va pas s'appliquer directement à l'illégitimité, à la filiation illégitime. Elle va plutôt désigner dans le livre de la sagesse les Cananéens. Donc si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, dans le livre de la sagesse, les Cananéens, c'est-à-dire les descendants de Canaan, le fils de Cham, maudit par Noé, sont qualifiés de semences maudites. Il nous est dit tu n'ignorais pourtant pas que leur nature était viciée et leur malice innée, que leur mentalité ne changerait jamais, car c'était une descendance maudite dès l'origine. La doctrine canonique de l'illégitimité, c'est donc construite en partie par des références nombreuses à l'Ancien Testament. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que dans cet extrait, la notion de semence maudite est contrebalancée par l'attitude miséricordieuse de Dieu, puisqu'il nous a dit « ce n'est par crainte de personne que tu leur offrais l'impunité de leurs péchés ». Les références à l'Ancien Testament sont aussi nombreuses lorsqu'on parle d'illégitimité, en mentionnant la transmission de la faute des parents qui peut rejaillir sur les enfants. Donc, la justification de cette idée de transmission du péché pesant sur les enfants illégitimes est développée notamment à propos des enfants nés d'un adultère. Mais plus précisément, le canon du Concile de Bourges se fonde certainement sur un verset du Deutéronome, donc chapitre 23, verset 2, dans lequel la transmission du péché des parents aux générations suivantes est affirmée clairement à propos du mamzer. Donc, le mamzer, c'est un mot qui est utilisé dans la terminologie talmudique et qui va concerner en priorité les enfants nés d'une union prohibée. En tout cas, c'est de cette manière que les juristes de l'époque médiévale vont l'interpréter. Et dans ce verset, ces mamzers se voient interdire l'entrée dans l'église du Seigneur. Et c'est au nom de ce verset que les canonistes vont justifier l'interdiction pour les bâtards d'entrer dans les ordres religieux. Donc, ce changement de valeur pouvait être présenté comme théologiquement nécessaire et l'exclusion des ordres pleinement justifiée grâce à ces références à la Bible. Dans le même temps, cette mesure met également en avant les incapacités légales supposément subies par le bâtard dans le droit séculier relatif à l'héritage et à la capacité de témoigner. L'exclusion des bâtards de la position d'héritier et de témoin, énoncée comme un principe général du droit séculier par le canon du Concile de Bourges, était pourtant loin d'être une norme pleinement acceptée, comme l'a démontré notamment Sarah McDougall dans le livre dont j'ai déjà parlé, puisqu'elle cite de nombreux exemples de comportements aristocratiques qui démentent cette affirmation, où les enfants nés en dehors du mariage pouvaient néanmoins continuer de succéder à leurs parents, même en position d'héritier principal. Et elle montre que c'est seulement dans la seconde moitié du XIIe siècle que la norme matrimoniale s'impose comme un élément décisif des stratégies successorales aristocratiques.
Il semble donc que cette mention du droit séculier, ici faite dans le canon du Concile de Bourges, serait plutôt une référence au droit romain qui effectivement excluait certaines catégories d'enfants illégitimes de la position d'héritiers et de témoins. Ainsi, la bâtardise est pensée par les canonistes à partir des canons conciliaires comme un defectus natalium, c'est-à-dire un défaut de naissance, qui permet, depuis le Concile de Bourges, de stigmatiser par des incapacités personnelles les fils des prêtres. Il y a donc la formation à cette époque d'un vocabulaire spécifique, d'une catégorie juridique, le défaut de naissance, mais dans le même temps, se développe en parallèle et avec une remarquable coïncidence un discours critique sur la rigueur de cette exclusion des enfants de prêtres de l'Église, qui lui va puiser dans le patrimoine discursif qui est propre au père de l'Église. Donc, par exemple, un chanoine de Bayeux, qui se nomme Serlot, lui-même fils de prêtre et qui peut-être avait assisté à l'un de ces conciles où les fils de prêtres étaient stigmatisés, a écrit un poème en 1095-1096 qui a été conservé et qui s'intitule « Défense pour les fils de prêtres ». Il y défend le droit à la prêtrise pour les fils de prêtres et estime que chacun devrait porter seulement le poids de ses péchés et ne pas être damné pour la faute de son père. Il estime ensuite que, de toute façon, cette macule de naissance, elle doit être lavée par le baptême. La fontaine sacrée ne peut-elle purifier toutes les macules avec grâce, pose-t-il comme question, sous-entendant que toutes les macules et tous les péchés doivent être effacés par le baptême, y compris celui de la bâtardise. Il faisait en cela référence à une tradition augustinienne qui faisait du péché originel une macule qui était transmise à tous, mais effacée par le baptême. Et il ne voit pas pourquoi la macule de bâtardise ne serait pas comprise dans cet effacement. De plus, si on peut passer à la diapo suivante, il estime que ceux qui mènent une vie exemplaire ne doivent pas être privés de l'accès à la cléricature. Et en cela, il pense que les mœurs des enfants illégitimes doivent être prises en compte pour l'accès aux ordres. Donc cette position de défense des enfants illégitimes connaît un certain succès dans les écrits des canonistes à la fin du XIe et tout au long du XIIe siècle, qui prescrivent d'agir avec miséricorde à l'égard de ces enfants qui n'ont pas commis la faute dont ils subissent les conséquences. Notamment le décret de Gratien, si on peut passer à la diapo suivante. Donc le décret de Gratien, cette célèbre compilation juridique émise par deux juristes dans la première moitié du XIIe siècle, et qui a pour ambition de mettre en accord les canons discordants, c'est-à-dire les positions canoniques qui pouvaient paraître inconciliables au premier abord, essaye de donner une cohérence à ces deux positions. Et lorsqu'il commente la mesure d'exclusion des bâtards, il exprime clairement son désaccord. Cet auteur, donc Gratien, exprime clairement son désaccord et estime que ceux qui n'imitent pas l'incontinence de leur père et font preuve de bonnes mœurs et d'honnêteté doivent pouvoir accéder au sacerdoce. Donc c'est la substance de la citation qui s'affiche sur le diaporama. Il cite d'ailleurs des exemples de dispenses pontificales qui avaient permis à des évêques de rester en fonction malgré leur naissance illégitime. Et ces dispenses mettaient en avant les bonnes mœurs du candidat à l'épiscopat. Et il mettait en avant aussi l'utilité de l'Église à accueillir des enfants illégitimes si ceux-ci se montraient de bonnes mœurs.
Donc, cette pratique de délivrer des dispenses a d'abord été une compétence partagée entre les évêques et le pape avant de devenir une compétence exclusive du pape et être ainsi l'expression la plus paradigmatique de la capacité du souverain pontifical à déroger au droit qui a été créé par ses prédécesseurs. Cette situation paradoxale qui faisait peser sur les enfants illégitimes les conséquences d'une faute qu'ils n'ont pas commise est donc contrebalancée par un discours ecclésiastique qui prescrit régulièrement d'agir avec miséricorde envers ses enfants. Cet esprit de commisération se traduit par la création tout au long du XIIe siècle, sous l'égide de la papauté, de différents mécanismes juridiques qui permettent des échappatoires à certaines dimensions de la condition juridique des bâtards. Donc l'entrée dans les ordres, mais il y a aussi la légitimation par mariage subséquent, c'est-à-dire que les enfants nés d'une situation de concubinage où deux parents célibataires s'étaient unis en dehors du mariage, pouvaient se voir légitimés et reconnus complètement légitimes si ses parents se mariaient à la suite de sa naissance. Dans le même temps, au cours du XIIe siècle, la condition de bâtard devient de plus en plus contraignante dans le droit séculier et la diffusion du principe d'exclusion des bâtards de la succession se généralise. Il est reconnu par la plupart des coutumiers qui sont rédigés tout au long du XIIIe siècle. Donc, je vais présenter maintenant l'ouverture d'une nouvelle possibilité d'effacer la macule des bâtards, à savoir la compétence temporelle des rois. Cette question de la succession des enfants illégitimes est abordée à plusieurs occasions dans la papauté lorsqu'elle a à s'immiscer dans des affaires matrimoniales. Et en 1201-1202, cette immixtion de la papauté conduit à l'émergence de cet autre instrument, la réhabilitation des bâtards, cette fois-ci dans le domaine temporel, c'est-à-dire l'autorisation qu'il leur est faite de pouvoir succéder. Innocent III est le premier souverain médiéval à utiliser cette légitimation par rescrit, qui trouvait son origine dans le droit romain, donc dans les Novelles de Justinien, qui étaient en pleine redécouverte depuis le XIIe siècle. En 1201, par la bulle Apostolica Sedes, donc si vous pouvez passer à la diapo suivante, donc il légitime les enfants de Philippe Auguste, le roi de France, et d'Agnès de Méranie. En effet, deux des enfants de Philippe Auguste étaient considérés comme adultérins par l'Église, qui considérait que Philippe Auguste avait contracté un mariage alors qu'il était toujours considéré comme marié à sa femme précédente qu'il avait répudiée. Ces lettres de légitimation précisent que le pape doit pouvoir légitimer quant aux aspects séculiers de la condition de bâtard, puisqu'il peut déjà octroyer des dispenses spirituelles. Et puisque il faut une plus grande aptitude pour les choses spirituelles que pour les choses séculières, il estime qu'il est en pleine capacité de pouvoir le faire. Il justifie ainsi son intervention dans le domaine temporel. Il prenait soin de préciser que cette légitimation effaçait tout défaut de naissance, donc, ce qui avait pour conséquence d'effacer l'obstacle à la succession. Très rapidement, d'autres aristocrates ont désiré profiter de cette opportunité de pouvoir légitimer des bâtards adultérins. Et dès l'année suivante, le pape se voit obligé de préciser les conditions d'exercice de ce pouvoir par la décrétale Per Venerabilem, qui répondait à la demande du seigneur de Montpellier, qui sollicitait le pape pour légitimer ses enfants adultérins en s'appuyant sur le précédent de Philippe Auguste. Il disait explicitement dans sa requête qu'il voulait le même genre d'acte que celui qui avait été délivré au roi de France. Innocent III lui répondit par la négative en distinguant le cas de ce seigneur de celui du roi, puisqu'il estimait
que le roi n'avait personne à qui s'adresser pour légitimer ces bâtards, puisqu'il ne reconnaissait pas de supérieur au temporel. Donc, c'est l'objet de la diapo suivante. Donc, puisque le roi ne connaît aucun supérieur au temporel, il ne pouvait s'adresser qu'au pape. Cela sous-entendait que le pouvoir de légitimation avait un fondement différent de celui de la dispense pontificale et qu'il revenait normalement à l'autorité supérieure au temporel et donc au roi. La légitimation était dès lors conçue comme un attribut de la souveraineté temporelle et le pape se réservait le droit d'intervenir pour légitimer seulement les bâtards des rois et en tout cas des souverains qui estimaient n'avoir aucun supérieur temporel. Au cours du XIIIe siècle, le pape use abondamment de son droit de dispense sur le défaut de naissance, mais en revanche restreint l'exercice de son droit de légitimation au territoire où il agit en tant que seigneur temporel. Et il ne l'utilise en dehors de ses terres que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est question de famille royale. Donc, le droit de lever tous les empêchements séculiers est exercé en revanche par plusieurs princes séculiers, par plusieurs princes au cours du XIIIe siècle. En premier lieu, l'empereur Frédéric II en fait usage dans les années 1230, notamment pour légitimer son propre fils naturel Enzo. Et divers princes en font usage soit par délégation du pouvoir impérial, soit en revendiquant le titre de princeps et donc en niant l'idée qu'il y ait des supérieurs temporels à leur pouvoir. Donc certains souverains vont fonder cette pratique sur le droit justinien. C'est le cas par exemple de Jacques Ier d'Aragon, roi de Valence, qui va faire une synthèse du droit romain et du droit canonique dans le préambule des premières lettres de légitimation qu'il va délivrer, où il estime, dans lesquelles il estime que même si les constitutions civiles établissent que les enfants illégitimes ne peuvent succéder à leurs parents, afin que le vice de l'incontinence paternelle soit réfréné, néanmoins, comme signe de seigneurie princière, il est autorisé au prince de délivrer la grâce spéciale de légitimation et ainsi une forme de renaissance à ceux qui en font la demande. Il justifie donc la compétence royale en précisant qu'il s'agit d'un privilège et d'un signe de domination princière qui est concédé au prince par grâce spéciale et il assimile ces lettres de légitimation à une régénération. Ici, on peut penser qu'il y a vraiment un parallèle qui est fait avec l'idée du baptême qui efface une macule et que cette macule disparaît par la légitimation. Et le dispositif de l'acte contient une clause dérogatoire écartant explicitement l'application des mesures issues du droit romain discriminant les enfants naturels ainsi que tout autre droit contraire. Donc, je vais juste terminer, je vois que j'ai déjà bien avancé dans le temps, donc je vais juste synthétiser la fin de mon propos. Donc, de l'examen des divers contextes dans lesquels certains princes se sont saisis de cette prérogative au XIIIe siècle, on peut constater que plusieurs facteurs peuvent tisser l'arrière-toile de fond d'une pratique des chancelleries royales et princières. Certains facteurs vont être jugés déterminants s'ils permettent de porter un roi à avoir connaissance de l'existence de ce droit de légitimation, mais il faut aussi qu'il y ait la volonté d'utiliser ce droit. Ce droit, il peut être utilisé, la pratique de ce droit peut être utilisée comme marqueur de la souveraineté. En utilisant ce droit, on affirmait ainsi qu'il n'y avait personne de supérieur au temporel. Il faut aussi que le roi soit entouré de juristes formés au droit romain et canonique qui connaissent l'existence de cette prérogative. Et pour le cas du roi de France, c'est l'augmentation des conflits successoraux autour de la bâtardise qui a mené le roi de France
à émettre ses premières lettres de légitimation, car il s'agissait d'une solution pratique pour régler la plupart de ces conflits. Donc, pour le roi de France, c'est vraiment sous Philippe le Bel que cette pratique elle se déploie en plein conflit avec la papauté, alors que la décrétale per venerabilem, elle est utilisée abondamment par les juristes royaux pour contester l'idée que le pape ait une supériorité sur le roi de France dans le domaine temporel. Et en utilisant cette décrétale per venerabilem, il y a aussi la redécouverte de cette prérogative qui pourrait appartenir au roi de France de légitimer les bâtards. Donc voilà, c'est cette question de qui efface la macule de bâtardise qui me semblait important de mettre en exergue ici. Pour ce qui est des effets de cet effacement de la macule, ils sont loin d'être complets. S'il y a un effacement juridique, la macule de bâtardise, elle peut persister culturellement. Et lorsque un bâtard est légitimé, il reste appelé dans certaines chroniques bâtard légitimé. On continue de le dénommer comme bâtard, de le désigner comme bâtard, tout en lui adjoignant ce qualificatif de légitimé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et désolé si j'ai quelque peu dépassé le temps.